Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue à tous. Je vais juste vous rappeler ou vous informer un peu du cadre dans lequel se déroule ce webinaire, ses objectifs et puis son déroulé. On est ensemble donc jusqu'à midi. On a organisé ce webinaire, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, dans le cadre d'un cycle. Il y a eu un premier temps le 9 mars qui a permis de présenter un peu l'éventail des dispositifs européens qui sont disponibles pour les projets sur les territoires. On a ensuite eu un temps le 16 mars après-midi lors duquel ont été présentés 60 ou 70, je crois, Clémentine, dispositifs régionaux de cofinancement potentiels pour les programmes leaders. Et puis aujourd'hui, donc on va s'attacher aux autres sources de financement qui sont possibles pour les projets issus du secteur privé, principalement les projets associatifs, mais pas que. Et pour les équipes leaders, on se retrouve, pour ceux qui le peuvent, mardi prochain, pour aller encore plus loin en imaginant des solutions maison qui peuvent être imaginées au niveau de chaque GAL pour soutenir ce type de financement, ce type de petits projets du secteur privé. Donc tout ça, c'est parti un peu d'un constat qui n'est pas nouveau, mais qui est que dans le cadre des programmes leaders, on encourage l'émergence de petits projets atypiques, innovants, coopératifs, qui sortent un peu des clous de ce qui se finance habituellement, sauf que dans le même temps, on demande à ce qu'il y ait un cofinancement national, public, régional, départemental, communal, enfin existant. Donc du coup, pour sortir des clous, ce n'est pas toujours aussi simple que l'injonction le voudrait. Et puis en plus, avec les cycles de traitement des dossiers et le paiement qui est tardif, je pense qu'on peut employer ce terme, la trésorerie de ces porteurs est souvent mise à mal. Et sont plutôt des porteurs de type fragile à ce niveau-là. Donc, voilà un peu le constat de départ. Autre élément, c'est qu'on sait que les animateurs GAL et les gestionnaires GAL sur leur territoire jouent un rôle qui dépasse souvent celui de leader, vraiment un rôle d'aiguillage des porteurs de projets vers les bons interlocuteurs, que ce soit sur des aspects techniques ou financiers. Donc l'idée, c'était aussi de vous apporter un maximum de connaissances sur les dispositifs existants pour que vous puissiez jouer ce rôle à plein. Et on s'est rendu compte en diffusant l'annonce de ce cycle de webinaire que ça a intéressé pas mal de gens au-delà des équipes leaders. Donc, pour ceux dont c'est le cas aujourd'hui, ben, vous êtes les bienvenus et on espère que dans vos domaines respectifs, je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur la transition alimentaire, peut-être des chargés de mission plan climat aussi et d'autres types de développeurs territoriaux. Donc, bienvenue. Et on espère qu'on ne va pas vous perdre avec les questions très techniques de leader, mais qu'on va plutôt vous ouvrir sur plein de dispositifs existants dans tous les domaines. Voilà pour la présentation. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une convention entre Citoyens et Territoires Grand Est et le réseau rural, la région Grand Est, avec convention dans le cadre de laquelle on a beaucoup travaillé ces 3 dernières années sur l'évaluation. Et cette année, notre programme, c'est la synthèse des évaluations de chaque GAL 14-20. Je crois que Anthony est là. Je ne sais pas si Anthony, tu m'entends, tu peux allumer ta caméra peut-être. Il était Oui, je là suis tout là. à l'heure. Voilà, donc ça c'est Anthony. Pour les chargés de mission leader, c'est lui qui vous harcèle pour récupérer vos rapports d'évaluation. Il en a besoin pour mener à bien sa mission de stage. Voilà. Et le deuxième axe de l'année, c'est le cycle de webinaire dans lequel on se trouve aujourd'hui. Voilà pour les infos. Et on a avec nous comme intervenant donc Stéphane Mabon, qui est formateur entre autres, consultant entre autres, très engagé dans le développement local entre autres. Mais Stéphane, je te laisserai te présenter plus précisément. Et puis Bernard Menex aussi, qui est membre d'un club Cigale, dont il vous parlera tout à l'heure pendant la présentation. Voilà.
est-ce que c'est bon? Alors, je voudrais juste vous demander peut-être, avant de laisser la parole à Stéphane, de nous indiquer en utilisant l'onglet réaction, en faisant un petit signe, qui sont les non-leaders présents. Alors, on voit, alors Arsène, c'est plutôt PAT, je crois, hein, donc sur le thème de l'alimentation. Tu es le seul à lever la main. Xavier, peut-être tu peux nous dire dans le chat ton domaine d'intervention. Alors, vous seriez les deux seuls. OK. Ça marche. Bon, ben, bienvenue à vous deux, alors les extraterrestres du groupe. Hein. OK. Oui, et je vois que Clémentine parle de replay dans le chat. Effectivement, donc on mettra à disposition toutes les ressources de ce cycle en ligne, que ce soit les supports présentés et les replays de ces webinaires, pour que vous puissiez y revenir plus tard et retrouver les informations qu'on vous aura partagées ici. Développement éco pour Xavier. OK, merci et bienvenue. Je crois que j'ai passé toutes les informations que je devais passer, sauf peut-être si vous étiez amené à prendre la parole, ce qui pourrait être le cas puisque Stéphane et Bernard prendront bien sûr avec plaisir vos questions. Vous pouvez commencer par poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse voir s'il y a besoin d'ouvrir un temps de questions à un certain moment, et puis, enfin, ou nous signaler que vous avez une question, et puis ensuite on pourra vous donner la parole. Et j'allais dire vous présenter quand vous prenez la parole, mais je crois que tout le monde est bien nom, prénom, structure dans les intitulés. Donc voilà, on devrait vous reconnaître facilement. OK, bon, mais voilà, je m'arrête là pour ma part. Et Stéphane, je te laisse donc te présenter puis démarrer. OK. Merci beaucoup. Ben, écoutez, c'est un plaisir d'être présent là pendant ces 2 heures avec vous. Alors, ma présentation, je vais faire très simple. Nul n'est parfait, je suis breton, donc je vous parle de l'autre bout, effectivement, de la France. Pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne, je réside sur un territoire atypique, le pays de Redon, Bretagne Sud, qui est aux confins de 3 départements et 2 régions. Bon, Claire a dit, voilà, j'ai une activité de conseil, d'études et de formation. Et donc, j'ai accompagné beaucoup de structures associatives, même des collectivités, sur des projets plus de développement local, avec une fibre autour du développement durable, par exemple, d'accompagner des territoires sur la mise en œuvre de projets de recyclerie, de ressourcerie il y a une dizaine d'années. J'interviens, je fais beaucoup effectivement de formation et je peux me prévaloir effectivement d'un engagement associatif très conséquent depuis une trentaine d'années. Et donc, certains doivent vous connaître. Alors, j'ai eu un mandat d'élu local dans ma commune de résidence, animateur de la liste minoritaire, voilà, et j'ai été donc administrateur de Brudel. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc, une structure. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je leur fais un peu la promotion rapidement. Alors, en fin de compte, c'est un réseau qui est atypique, qui fédère à ce jour pratiquement 250, 260 alors communes et quelques EPCI de la Bretagne historique. Alors, on inclut dedans le département de Loire-Atlantique, Nantes, et dont le but, si vous voulez, c'est quelque part l'université populaire des élus des petites communes, de façon à ce qu'ils puissent s'appuyer sur les expériences des autres et un travail de mise en réseau. Et donc, vous avez une base de données de plus de 4000 fiches expériences de réalisation. Alors, tout le temps à travers le prisme du développement durable, mais ça peut être l'emploi, le développement culturel, enfin voilà, l'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est accessible en ligne et donc, le cas échéant, ça peut être intéressant pour vous dans vos pratiques professionnelles respectives. Et je sais que Citoyens et Territoires ont donc établi des liens avec le réseau, effectivement, Brudel. Alors, je vous propose que nous commencions. Comme l'a indiqué effectivement Claire, je ponctuerai
je laisserai la parole d'ailleurs tout à l'heure à Bernard, mon intervention par des pauses de façon à ce que, effectivement, vous puissiez poser les questions qui sont les vôtres et non pas de faire un déroulé complet et de se donner un temps de questions-réponses à la fin. Alors, je m'appuie, j'ai réalisé un petit support. Donc, je vais donc le mettre en plein écran pour vous faciliter la tâche. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Excusez-moi. Diaporama, voilà. Alors, j'ai ponctué mon intervention en 18 points. Enfin, ça paraît effectivement très conséquent, mais il y a des points sur lesquels je passerai très rapidement. Et puis d'autres sur lesquels je m'attarderai. Alors, sachant que le support vous sera adressé, donc ça vous permettra effectivement d'y revenir. Alors, quand on a fait effectivement un focus auprès plutôt des structures associatives, pour autant, il y a des dispositifs qu'on va évoquer qui peuvent s'adresser à des très petites entreprises, quel que soit le statut, qu'elles soient unipersonnelles ou que ce soit sous forme de société, une URL, SARL et j'en passe. Alors, la première ressource, on oublie, effectivement, pour les structures associatives, je passe très rapidement, mais c'est la cotisation. Deuxièmement, donc ça peut être effectivement les droits d'entrée, c'est-à-dire que, attention, une association peut demander effectivement à ce qu'il y ait des droits d'entrée, et on verra. Mais s'il y a des droits d'entrée, ça veut dire que c'est limitant, et donc ça veut dire que l'association ne pourra pas bénéficier effectivement de la notion d'intérêt général. On verra tout à l'heure, certains d'entre vous connaissent, et ça a des impacts, par exemple, pour mener des opérations de mécénat. Mais ça peut être effectivement une ressource. Alors, Anne, oui, allez-y, pardon. Je ne sais pas si c'est juste chez moi, mais le diaporama n'avance pas chez moi quand tu passes. Enfin, je sais pas, on est toujours sur la page. Alors, vous faites bien, oui, oui. En effet, chez moi aussi. Ok. Alors, attendez, arrêtez le partage et je vais relancer. Peut-être toc, toc, toc. Je suis désolé. Je reprends. Là, vous le voyez. Ah, on voit ouais, de nouveau la première. Et là, ça y est, on est sur les droits d'entrée. D'accord. Okay. Est-ce que c'est... j'ai peut-être, vous savez, en plein écran. Est-ce que, en l'occurrence, si je le laisse comme ça, c'est suffisamment grand? J'ai peur que c'est la bascule en plein écran qui ralentit effectivement la diffusion. Là, comme ça, c'est lisible. Hein, enfin, en tout cas, chez moi. D'accord, ok. On va essayer de voilà, que ce soit le plus fluide effectivement possible. Alors, pardon, oui, j'en étais effectivement la notion d'apport. Alors, la question des apports, je vais m'y attarder un peu plus longuement, contrairement aux deux points précédents. En fin de compte, l'apport, ce n'est pas un don qu'on consent, par exemple, à une structure associative, mais ça peut être un apport. Alors, c'est non pas un prêt aussi, mais si vous voulez, ça peut être un apport, alors fait par des membres de l'association, alors en espèces sonnantes et trébuchantes, ou ça peut être, par exemple, un local. Alors, dans le cadre de locaux, par exemple, apportés par un membre de l'association, donc il peut avoir, si vous voulez, des contreparties qui sont exigées auprès de l'association, comme par exemple l'entretien des locaux. Alors, il est évidemment conseillé, si vous voulez, de réaliser ce qu'on appelle un contrat d'apport, que ça soit effectivement contractualisé pour faire face à d'éventuelles effectivement difficultés qui pourraient intervenir entre un apporteur voilà, et l'entité juridique qui est l'association. Alors c'est vrai que c'est peu connu, mais c'est que par exemple dans des associations de militants, il y a des gens qui voilà, très engagés, militantisme, donc des personnes effectivement qui ont été jusqu'à apporter des espèces sonnantes et trébuchantes de manière conséquente pour que l'association puisse voilà, se lancer
ou quand il y a un projet de développement pour passer le cap. Donc voilà, ça c'est une possibilité qui n'est pas très connue. Alors, il y a l'apport effectivement sans droit de reprise ou l'apport avec droit de reprise. Évidemment, la somme. Alors, quand il n'y a pas de droit de reprise, bah, ça peut être considéré, quand c'est une somme d'argent, on va le voir tout à l'heure, hein, donc comme un don, là par conséquent, et avec la fiscalité qui s'ensuit, si l'association est reconnue d'intérêt général, donc peut émettre un rescrit fiscal, et donc l'apporteur qui dit, bon voilà, à l'issue de la période, je transforme ça en don, donc peut bénéficier effectivement d'une réduction d'impôt. Donc, pas très connu, pas très développé, mais ça peut être effectivement intéressant. Je dis dans 2 cas de figure, création de la structure associative où on est sur un projet de développement. Alors, par rapport aux porteurs de projets que vous accompagnez, ça peut être effectivement intéressant. Je vais aller désormais sur les dons et mécénats. Alors, en fin de compte, c'est quoi si on devait distinguer de, des apports ou des legs et donations, surtout legs et donations, on est sur des notions de caractère juridique, c'est que, en fin de compte, on n'est pas contraint et obligé de passer comme un leg ou une donation par un acte notarié. Il n'y a pas de contrepartie, effectivement, commerciale. Alors, c'est les dons manuels, hein, qui peuvent être réalisés. Alors, je fais un petit lien, déjà, on va parler de financement participatif ou du crowdfunding. Dans le cadre du crowdfunding sur un de ces volets, on est dans la notion, effectivement, de don manuel. Hein. Donc, alors, là, c'est pareil, si l'association peut se prévaloir de l'intérêt général, donc a fait la démarche auprès de l'administration fiscale, qui lui la reconnaît, donc l'association peut émettre effectivement des reçus fiscaux pour que les donateurs qui sont imposables sur le revenu puissent bénéficier d'abattements. L'autre point, on a souvent dans des petites structures des bénévoles qui comptent sans compter, si j'ose dire, par exemple, qui utilisent leur véhicule pour des activités inhérentes à l'association et qui ne demandent pas à se faire rembourser. Là, c'est possible effectivement aussi que les bénévoles, si vous voulez, alors évidemment, justifient de ces frais kilométriques, ne demandent pas à se faire rembourser, que ce soit un don qui soit consenti effectivement à l'association. Vous allez me dire, ça ne lui rapporte pas des espèces sonnantes et trébuchantes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça permet une déductibilité fiscale pour les bénévoles qui sont dans ce cas de figure. Bon, ça concourt à la reconnaissance de leur engagement. Et puis, par les temps qui courent, surtout eu égard à l'augmentation, vous voyez, des coûts de déplacement, enfin, et tout ce qui s'ensuit. Je continue. Alors, évidemment, c'est un certain formalisme. J'ai mis à chaque fois sur la référence. On peut aller sur le reçu fiscal. Là, par exemple, hein, il a été modifié récemment. Je crois que c'est le 20 mars. Il y a une petite modification pour ceux qui connaissaient et qui l'avaient déjà utilisé. C'est vraiment très, très à la marge. Alors, souvent, ce n'est pas fait dans les associations et je trouve que ça mériterait effectivement qu'on s'y penche. Alors, là, je vais m'arrêter sur le mécénat parce que beaucoup d'associations se posent la question, ont entendu parler, mais méconnaissent ce qu'est le mécénat. Alors, le mécénat, c'est donc une action soit qui émane de particuliers ou d'entreprises qui vont soutenir, alors financièrement, mais pas que, il peut y avoir différentes formes. Ça peut être sous forme
mécénat de compétences, c'est-à-dire une entreprise va mettre à disposition au sein d'une association quelqu'un qui a des compétences recherchées par l'association, mais ça peut être aussi mécénat sous forme matérielle. Pour nous, sur l'objet de notre webinaire ce matin, je vais me consacrer effectivement sur le mécénat financier. Alors, il faut pour ce faire que, alors, soit l'association est reconnue d'utilité publique, mais mince, j'ai une coquille d'utilité publique, je la modifierai, pardon. Vous devez en avoir très peu au sein de votre porteur de projet, mais ça va être généralement même des très petites associations, puisque le processus pour être reconnu d'utilité publique est un processus très long, très conséquent. C'est le Conseil d'État qui confère ce statut effectivement à l'association. Mais vous avez des porteurs de projets sous forme associative qui peuvent assez aisément se faire reconnaître d'intérêt général. Et donc, à partir du moment où l'association est sur les champs éducatifs, scientifiques, social, humanitaires, sportifs, familial et culturel, donc vous voyez, c'est très très large quand même. Donc, on a la faculté, alors pour ce faire tout le temps pareil, une démarche auprès de l'administration fiscale pour bénéficier d'un rescrit fiscal. Et ça veut dire que donc un particulier ou donc une entreprise, donc en contrepartie de son soutien financier, va pouvoir bénéficier d'une déductibilité fiscale. Alors, sur le papier, ça paraît effectivement relativement simple. Après, ça s'anime parce que là, déjà, il faut effectivement communiquer sur le fait que vous ayez le rescrit fiscal. Il faut animer le réseau. Il faut aussi présenter un projet. Il faut rendre attractif effectivement ce que vous portez comme actions au sein de l'association pour que des gens aient envie effectivement de soutenir la structure. Donc ça peut être soit soutien global de l'association ou soit sur un projet porté par l'association. Alors là, il y a les taux, effectivement. Hein. La réduction d'impôt s'élève à 60% du montant dans des versements pour les entreprises dans la limite de 10 000 euros. Enfin, bon, c'est très technique, je ne rentrerai pas sur le détail. Et puis, donc pour les particuliers mécènes, on a une réduction d'impôt de 66%, la limite de 20% le revenu imposable. Alors, par contre, ce qui est intéressant quand même, je finirai là-dessus sur le mécénat, c'est que beaucoup de très petites associations méconnaissent, voilà, alors que ça peut être un moyen pour elles, si vous voulez, de diversifier leur source de financement. Et dans le cadre des contreparties, dans le cadre de programme leader, ça peut être effectivement intéressant de s'inscrire s'il n'y a pas la possibilité d'avoir un financement public émanant soit du bloc communal, du conseil départemental, de la région, enfin, voilà, ou de l'État engagé. Ça peut être une stratégie. Alors, peut-être de rappeler, pour ceux qui sont moins familiarisés, l'intérêt général, en fin de compte, pour y prétendre. En fin de compte, il y a 3 critères, 3 conditions à remplir. Évidemment, bon, une gestion bénévole et désintéressée hein, des administrateurs. Bon, voilà. Là, la dimension non lucrative, alors, certains d'entre vous, mais je ne rentrerai pas dans les détails, on n'a pas le temps, et qui se mesurent à travers le prisme de la règle des 4 P, hein, prix, produit, publicité, enfin bon, voilà. Et puis, évidemment, elle ne doit pas agir au profit d'un cercle restreint de personnes. Donc, une association qui aurait mis en œuvre un droit d'entrée, de facto, ce que je disais tout à l'heure, elle ne peut pas prétendre au statut d'intérêt général, tout simplement. Alors, je fais le distinguo parce que certains d'entre vous ont sans doute connaissent ou entendu parler du sponsoring et en quoi, ou du parrainage pour utiliser la langue de Molière et pas utiliser un anglicisme. En fin de compte, c'est quoi la différence? Tout simplement, si vous voulez, le parrainage ou sponsoring
il y a une attente d'une contrepartie. Le mécénat, on est dans une logique purement philanthropique, tant l'entreprise que le particulier qui participe, qui fait un effort financier à destination d'une association, n'attend pas effectivement une contrepartie. Dans le cadre du sponsoring, alors là, ça ne s'adresse pas à des particuliers, mais qu'à des entreprises, on attend que, par exemple, l'association mette sur un support le plus grand possible le nom de l'entreprise qui a donc versé de l'argent à l'association. Donc ça, c'est la première différence super importante. Deuxième différence, c'est d'un point de vue comptable, si vous voulez, en réalité, on va considérer, si vous voulez, le sponsoring effectivement comme une recette. Alors, je vous ai mis quelques chiffres là, qui émanent effectivement du baromètre là, du mécénat d'entreprise fait par Amical, là, qui est la structure qui réunit les fundraisers, alors les rechercheurs de financement, pour parler français. Donc, il y a une fédération de professionnels. Et donc, voilà, c'est en fin de compte, par exemple, dans le domaine sportif, on voit bien que des entreprises peuvent effectivement à la fois faire du mécénat et du parrainage. Alors, un petit point quand même important, c'est parce que vous bossez souvent, vous êtes leader de facto, vous êtes sur des territoires à dominante rurale, donc plutôt des très petites structures voilà, qui sont porteuses de projets. Pour autant, le mécénat, on pense tout le temps, ou même le sponsoring, que, si vous voulez, ça s'adresse à des importantes structures associatives, voilà, c'est-à-dire avec une dizaine de salariés. Non, en réalité, on s'aperçoit sur les chiffres qu'on analyse qui sont les bénéficiaires du mécénat du sponsoring, qu'on a des très petites associations qui mènent des opérations de ce type parce qu'elles se donnent les moyens effectivement de communiquer dans leur réseau. Mais attention, c'est-à-dire qu'il faut bien mesurer que ça s'anime, c'est-à-dire qu'on se lance dans une opération de mécénat, si on veut avoir un retour sur investissement, il faut investir en termes de temps et d'énergie pour pouvoir récupérer une somme non négligeable. Je continue. Bon, l'enregistrement comptable. Là, j'ai mis tous les textes, tout le temps dans le souci pour ceux qui voudraient aller plus loin. Donc, alors, sur le code général des impôts, bon, il y a une référence au baromètre de l'amical, voilà. Donc, vous aurez tout. Je vais volontairement pas plus loin. Puis, s'il y a des questions, bien évidemment, je ne manquerai pas de... Alors, je m'en arrêterai là. Je vais passer la parole, effectivement, avant de passer aux donations et legs, à Bernard, qui va nous faire une présentation sur les clubs Cigales. Et alors, peut-être avant de laisser la parole à Bernard, est-ce que déjà vous avez quelques questions? Alors, on n'a pas eu de questions dans le chat. D'accord, le chat. Bon, peut-être que ça arrivera effectivement ultérieurement. Alors, je propose de passer la parole à Bernard. Ok. Et comme Bernard n'a pas de PowerPoint, je crois, non, à présenter, c'est peut-être plus sympa si ceux qui le peuvent rallument leur caméra. Il se sentira moins seul pendant sa présentation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bernard, je suis un cigalier. Cigalier, c'est le membre d'une cigale. Alors, qu'est-ce qu'une cigale? C'est un acronyme déjà au départ. C'est un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Et donc, si vous reprenez tout ça, vous avez le mot cigale avec un S à la fin. Et qu'est-ce qu'une cigale? C'est un club de financement citoyen qui investit dans des petites et moyennes entreprises, des coopératives et des associations. Des associations ou des coopératives ou des entreprises qui sont en lien avec le quartier, la ville, le département, voire même la région d'implantation de la cigale.
ce n'est pas qu'une structure d'aide financière, c'est aussi les cigaliers, ils apportent leurs compétences, leur expertise et leur réseau aux porteurs de projets qu'ils accompagnent. Une cigale regroupe entre 5 et 20 personnes. C'est la structure juridique, le support juridique, c'est une indivision au niveau fiscal. Hein, voilà. Ça permet, ça veut dire très clairement, puisque c'est une indivision, pour ceux qui en gèrent éventuellement au titre personnel, ça veut dire qu'on gère les biens de manière tout à fait collective. C'est-à-dire que tous les cigaliers interviennent et ont leur mot à dire dans les décisions qui sont prises. Les cigaliers qui la composent épargnent régulièrement pour investir collectivement et solidairement dans des projets de territoire. Ils choisissent ces projets de manière tout à fait autonome, en toute autonomie, collectivement et démocratiquement, c'est-à-dire qu'en principe, si au sein de la cigale, le projet qui a été présenté ne suscite pas une certaine forme d'unanimité, eh bien, on partira du principe qu'on ne le financera pas. On se réunit, alors les cigaliers se réunissent plusieurs fois par an, bien évidemment, pour étudier les projets qui sont soumis à son avis. Ce sont essentiellement des projets d'activité qui sont développeurs d'emplois et qui sont créatrices, enfin qui sont créateurs d'une économie locale éthique. Je donnerai tout à l'heure des exemples sur ce qu'on peut éventuellement financer. Ça vous permettra de voir ce qu'il en est de notre activité. Et ce que j'insiste beaucoup, c'est que nous ne sommes pas simplement des apporteurs d'argent, de financement, mais nous sommes aussi dans une démarche d'accompagnement, dans une relation humaine et économique de l'entrepreneur. Si je veux résumer ce que je viens de vous dire, je vous dirais que, je vais lire une phrase qui est toute belle et que j'aime bien. Un club de cigales est un lieu de convivialité, de rencontre et de formation à l'économie. L'argent n'y est qu'un moyen pour irriguer le tissu local, participer à la création d'emplois et faire du citoyen un acteur de son développement, de son environnement économique. Voilà, donc ça c'est des généralités. Il faut aussi peut-être que vous voyez comment concrètement on intervient. Donc, on intervient de manière tout à fait minoritaire dans le capital d'une société. Pardon, quand on intervient pour une société, c'est toujours de manière minoritaire. Notre vocation n'est pas du tout d'être un actionnaire majoritaire lorsque nous sommes amenés à prendre des parts dans une société. On peut aussi, lorsqu'on ne prend pas de part dans une société, investir au compte courant d'associés. Enfin, pour les techniciens, je pense que ça parle. S'il s'agit d'une entreprise individuelle, c'est sous forme de prêt d'honneur qu'on intervient. Et s'il s'agit d'une association, eh bien, Stéphane y a fait allusion tout à l'heure, on fait un apport avec un droit de reprise. Voilà. Mais ça, un apport avec un droit de reprise, ça revient à une sorte de prêt d'honneur, hein, soyons clairs. Lorsque le besoin de financement du porteur de projet est important, plusieurs cigales peuvent intervenir et intervenir chacune de leur côté, mais pour financer un même projet. Nous avons l'exemple dans la région Grand Est, je pourrais en donner un exemple tout à l'heure, puisque c'est un cas concret de financement avec un projet leader. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis, parallèlement à l'apport de fonds, l'accompagnement est humain, technique et relationnel. Voilà. Alors, au niveau national, les cigales existent depuis, en 2023, ça tombe bien pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 40 ans que les cigales existent, donc c'est vraiment, on est des précurseurs, même si moi je ne suis pas cigalier depuis 40 ans, les cigales sont des précurseurs dans un mode de financement quand même un peu particulier pour aider les petites structures à se financer. Au niveau national, nous avons à peu près 200 cigales qui existent et qui regroupent autour de 3000 cigaliers. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, nous, au niveau Grand Est, c'est donc que nous avons 13 cigales dans la région Grand Est. Le seul département qui n'est pas couvert, c'est les Ardennes. Sinon, vous avez dans tous les départements de la région Grand Est au moins une cigale. La Meurthe-et-Moselle étant particulièrement active, puisque je crois qu'elle en a 4 ou 5. Il y en a une 5e qui vient de se créer dernièrement. Ça représente à peu près 150 à 160 membres. Et
Je vais vous parler maintenant de la cigale dont je suis cigalier pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'on a pu faire. Donc, notre cigale s'appelle Cigale Mété-Comté. Bon, c'est un nom comme un autre. Nous avons été créés en 2015. Et donc, nous sommes dans la deuxième partie de notre vie, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, une cigale est créée pour 5 ans, mais c'est renouvelable une fois. Donc, en 2020, enfin fin 2020, nous avons décidé de continuer encore pour 5 ans et de continuer à essayer d'irriguer l'économie locale à travers notre action. Depuis notre création, nous avons… Alors, actuellement, nous sommes 13 cigaliers, hein, puisqu'on peut être entre 5 et 20 cigaliers. Nous avons soutenu 10 projets. Alors, c'est des projets, notre soutien, comme je l'ai dit, c'est un soutien modeste. Le projet le plus important que nous avons aidé se monte à 3 500 €. Et c'est essentiellement sous forme de prêt à taux zéro. Hein, beaucoup d'entreprises à taux unipersonnel, hein, ou d'auto-entrepreneurs, quelques associations, et puis aussi des SIC dans lesquels nous avons pris des parts. Voilà, pour vous donner une idée un peu des modes d'intervention. Nous n'avons pas eu l'occasion, en tout cas au niveau de notre cigale, de prendre des actions dans une entreprise qui émettait des parts sociales. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, donc les aides que nous avons apportées au jour d'aujourd'hui représentent à peu près 29 emplois. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que notre aide a permis la création de 29 emplois, mais il y a contribué. Ce qui est important aussi, c'est que notre aide est très bien perçue lorsque le porteur de projet va voir une banque pour obtenir évidemment des montants de financement plus importants, parce que c'est considéré comme du fonds propre. Donc, ça augmente la participation qu'amène le porteur de projet vis-à-vis de la banque, et c'est toujours considéré d'un point de vue bancaire comme tout à fait favorable. Je vais terminer donc par le projet dont je voulais parler, qui est un projet tout à fait dans le cadre de ce qui a été dit ce matin. Nous avons été amenés à participer au financement de l'association qui s'appelle l'Inventaire du Pré Vert. Bon, il y a déjà un petit jeu de mots dans le mot. L'inventaire, c'est l'inventaire TE2RE et du pré vert en 2 mots. Voilà. Donc, c'est une association qui s'est créée pour favoriser, à travers la création d'une épicerie associative, la vente de produits locaux et biologiques. Donc, il rentrait tout à fait dans le cadre de notre vocation. C'est une association dont le siège social est à Dieuze, qui est implantée à Dieuze, et qui est à vocation tout à fait rurale, puisque le pays de Château-Salins, le Saulnois, représente à peu près 30 000 habitants sur plus de 120 communes, si je me souviens bien. Nous avons été sollicités par le porteur, enfin par l'animateur, on va dire, oui, le porteur de projet, puisque c'est quand même lui, parce qu'ils avaient obtenu un financement leader pour développer leur activité, notamment par l'achat de frigo et puis aussi par la création d'une structure de café solidaire. Et ils ont obtenu une subvention de 45 000 €, donc c'est quand même pas un financement négligeable pour une association, et ça veut dire que leur projet, leur dossier et leur projet étaient tout à fait cohérents. Mais particularité des projets leaders, là je n'apprendrai peut-être rien à personne, c'est que les subventions ne sont versées que lorsque on peut justifier des dépenses correspondant à hauteur de la subvention. Et donc pour pouvoir acheter les équipements qu'ils avaient prévus dans leur projet, il fallait qu'ils obtiennent un financement complémentaire, enfin qu'ils obtiennent du financement pour pouvoir alimenter leur trésorerie et justifier de l'achat du matériel auprès de la structure leader. Donc, nous avons rencontré… Alors, le principe des cigales, j'ai oublié de le dire, c'est que nous formons toujours un binôme de deux cigaliers ou cigalières, hein, bien évidemment, qui rencontrent le porteur de projet déjà pour tester, voir quelles sont ses motivations, si le projet est bien ficelé, et puis lui apporter nos conseils, évidemment, puisque nous sommes là aussi pour apporter du conseil et de l'aide.
Et ce binôme donc, rencontre le porteur de projet. Ensuite, comme je l'ai dit, la cigale se réunit, on examine le projet, on considère que le projet est valable, correspond tout à fait à nos objectifs et on le finance. Depuis ensuite, bien évidemment, on a un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de verser une aide, donc en l'occurrence c'était 3 000 €, mais nous continuons à avoir des contacts avec l'association, à les rencontrer. Nous avons assisté une fois à leur assemblée générale pour pouvoir bien prendre en compte l'évolution de leur projet et voir comment les choses se passent et comment on peut les aider encore dans la réussite de leur projet. La particularité, je l'ai dit tout à l'heure, de cette aide, c'est que nous avons, par notre intermédiaire, sollicité d'autres cigales de la région de Meurthe-et-Moselle, plus exactement, et que 2 autres cigales ont décidé d'accompagner le projet, ce qui fait qu'on était 3 cigales à apporter du financement pour compenser, enfin pour compenser, pas pour compenser, mais pour justifier éventuellement le versement de la subvention LEADER. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, eh bien, l'association se porte bien. Elle est, alors je pense que je ne vais pas me tromper si je dis que le GAL qui est porteur, qui les accompagne, c'est le Parc naturel de Lorraine, qui leur a donné un label d'épicerie. Enfin, il y a tout un label qui existe au niveau du Parc naturel. Donc, ils ont le label du Parc épicerie du Parc naturel régional de Lorraine. Le projet évolue, bon, il a subi des hauts et des bas, mais disons que globalement, les perspectives sont plutôt positives. Bon, c'est sûr que la période du Covid, de la pandémie, n'a pas permis beaucoup à une épicerie qui, par définition, doit accueillir du public de se développer de manière aussi importante qu'elle souhaitait, mais ils ont bien survécu et là, ils redémarrent de manière assez active. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser la possibilité de répondre à des questions pour apporter des points de vue des réponses plus précises, parce que j'ai été assez général dans mon intervention. Merci beaucoup, Bernard. Alors, je crois que le GAL du parc est présent. Je ne sais pas si Luc... Si, je suis là. Ok. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Est-ce que toi, tu as suivi ce projet-là? Est-ce que tu peux nous dire, côté leader, comment la prise en compte de l'apport cigale s'est passée? Ben alors du coup, en fait, le projet, il avait été monté avant mon arrivée, donc c'était Julie Dicara, l'ancienne animatrice, qui l'avait instruit. Et du coup, moi, j'ai quand même participé du coup à la demande d'acompte là, puis on est en train de solutionner la dernière demande de paiement, parce que tout le monde connaît leader, hein, la demande d'aide, c'est déjà pas évident, et la demande de paiement, on a encore toujours plein de soucis. Et du coup, par contre, l'aide cigale, elle avait été considérée comme de l'autofinancement. Enfin, en tout cas, dans toute l'instruction, je vois rien qui fait même référence à cette aide. D'accord, c'est Paul, pardon. Je ne savais pas lequel entre Paul et Luc. Ouais, non, alors, Donc, du coup, oui, le parc naturel, on a deux oui. GAL. Il y a le Ouest PNRL et Moselle Sud, du coup, qui va sur un territoire un peu plus large que le parc, jusqu'à Sarrebourg, jusqu'au aussi aux portes de la Meurthe-et-Moselle, de l'autre côté. Et oui, du coup, c'est moi. On a bien, du coup, que le parc attribué une aide, enfin, pas une aide, un label boutique du parc. D'accord. Et alors, si je comprends bien, c'est l'aide cigale, elle n'a pas complexifié le dossier, elle est quasiment invisible de votre côté, c'est ça ce que tu Elle est dis? totalement invisible de l'autre côté, en tout cas. Ok. Je suis pas sûr que le porteur de projet nous ait prévenu qu'il avait demandé de l'argent ici non plus. D'accord. Ok. Oui, de toute façon, c'est une avance finalement de trésorerie, donc ça ne vient pas impacter le plan de financement, en tout cas du point de vue de la gestion du bien. C'est ça, si ça avait été évoqué, je pense que les 100 juillet, il l'aurait pris comme un prêt, en fait. Un prêt, nous, ça ne nous concerne pas, on considère comme de l'autofinancement finalement, hein, donc ça ne complexifie en rien du tout l'instruction. D'accord. Ok. Je peux préciser qu'effectivement, ils avaient, pour être à hauteur des 45 000 € du prêt leader, ils avaient déjà fait appel à leurs adhérents. Je crois que c'était à hauteur de 20 000 €. Ils avaient aussi une AMAP qui avait fait un prêt. Ils avaient fait un financement participatif. Je crois que Stéphane a prévu d'en parler aussi, il me semble avoir vu ça. Et donc, nous, on était en complément, mais bon, ça ne nous choque pas qu'on n'apparaisse pas clairement dans le dossier leader. Hein. Pour nous,
comme je l'ai dit, notre apport, il est considéré par du fonds propre par les banques. Donc, s'il est considéré aussi comme du fonds propre par Leader, ça ne pose pas de problème du tout. Ok. Clémentine, tu avais levé la main. Et puis, je ne sais pas, parmi les autres équipes leaders, est-ce que vous aviez connaissance ou pas de ces dispositifs? Ça, je serais curieuse de le savoir. Clémentine, vas-y. Oui, moi j'ai deux questions. Donc, vous expliquez qu'il y a parfois plusieurs cigales sur le même département. Et donc, justement, est-ce que vous avez une répartition géographique? Mais on a vu que là, il y avait 3 cigales sur le même projet. Je voulais savoir comment ça se répartissait. Voilà, est-ce que vous allez parfois au-delà des limites géographiques du département? Et quels étaient les facteurs d'émergence d'une cigale? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'une cigale se crée sur un territoire? Alors, sur la compétence géographique, c'est vrai qu'au départ, quand on s'est créé sur Metz, on avait décidé, pour des raisons simplement de fonctionnement et d'économie, de ne se limiter à l'agglomération messine. L'expérience a prouvé qu'on avait été sollicité pour des projets plus larges, notamment Dieuze, hein, qui est certainement peut-être notre projet le plus éloigné, mais on est intervenu aussi là en Meurthe-et-Moselle sur Pont-à-Mousson pour la PAMBio. Là aussi, parce que plusieurs cigales étaient… Enfin, au départ, c'était des cigales de Meurthe-et-Moselle qui étaient impliquées, mais nous avions été informés et on a participé aussi au projet. Donc, on déborde éventuellement le cadre du département, mais notre vocation, quand j'ai dit qu'on pouvait aider régionalement, c'est parce que s'il se trouvait qu'il y avait une association régionale installée à Metz, par exemple, vous voyez, c'est dans ce cadre-là. Mais on n'ira certainement pas en tant que cigale, intervenir en Alsace ou en Ardennes ou en Champagne-Ardenne. Voilà. Notre compétence géographique, elle est quand même limitée. Notre objectif aussi, il est limité, c'est quand même de favoriser l'économie locale. Alors après, l'économie locale, elle peut être vue de différentes façons, mais pour nous, l'économie locale, c'est, on va dire, le sud messin, voilà, globalement. Alors, l'émergence d'une cigale, ça, c'est intéressant comme question parce que nous aimerions bien qu'il y en ait beaucoup plus, nécessairement. Il faut déjà se faire connaître. C'est un peu notre difficulté. Je pense que sur le replay qui sera indiqué, il sera indiqué les coordonnées des liens Facebook et Internet par lesquels on peut accéder à de l'information. Nous essayons de faire, c'est aussi le rôle d'une cigale, d'intervenir. Donc aujourd'hui, c'est une situation où on peut faire parler des cigales, on peut faire connaître notre existence et nos motivations. Après, c'est une question de démarche individuelle. Hein. Une cigale, c'est entre 5 et 20 participants. C'est des personnes qui se retrouvent à l'occasion, par le biais de réseaux, par le biais de connaissances, d'émissions. On a eu des émissions avec France 3 Lorraine, on a eu des articles dans les journaux qui nous ont amené des cigaliers et qui nous ont permis, au moment du renouvellement, puisque comme je l'ai indiqué, nous sommes dans la deuxième partie de notre vie. Au moment du renouvellement, certains cigaliers ont souhaité arrêter et on a vu le moment où on ne serait peut-être pas assez nombreux pour continuer. Et on a lancé des actions de communication, on a été présent dans certaines manifestations, notamment le mois de l'économie sociale et solidaire, hein, c'est aussi un moment important pour nous, qui nous ont permis de récupérer des cigaliers supplémentaires et de pouvoir repartir en étant aujourd'hui 13 cigaliers. Mais notre objectif serait qu'effectivement d'autres cigales se créent en Moselle, à l'exemple de la Meurthe-et-Moselle. Je pense que s'il y avait une cigale qui se créait sur le secteur de Thionville, ça serait une très bonne chose. Ça permettrait de séparer, en tout cas de limiter géographiquement notre intervention. Mais bon, si parmi les spectateurs de ce webinaire, il y a des amateurs qui seraient intéressés par la création d'une cigale, que ce soit partout dans la région Grand Est, nous y sommes évidemment très favorables. Ils peuvent prendre contact par le biais des liens qui seront mis sur le compte-rendu de ce webinaire et il n'y a pas de souci, on les accompagnera. On ne laisse jamais une cigale se créer toute seule. Il y a toujours à côté d'autres cigaliers qui viennent, qui expliquent, qui accompagnent la création de la cigale. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Bernard, pour cette présentation. Est-ce que, par curiosité, là, parmi les participants, vous pouvez nous faire une petite réaction ou un pouce en l'air si vous connaissiez déjà les mouvements des cigales? Valentin, Xavier, Muriel, connaissez, ok. Bon, donc a priori, c'était utile qu'on en parle. Chouette. Alors là, dans le chat, hein, j'ai mis le lien vers le site national, mais effectivement, Bernard nous transmettra des liens plus spécifiques et plus locaux et régionaux qu'on remettra dans le compte rendu. Alors, ça me permet de dire juste une chose. Attention, si vous allez sur Internet et que vous tapez Cigale Grand Est, vous allez tomber sur un site privé. C'est une de nos difficultés actuelles qui s'est plus ou moins approprié le terme cigale et qui se met en avant. En fait, c'est des courtiers. Donc, faites attention. N'allez pas sur ce site, allez sur le site national et puis on vous donnera aussi les coordonnées Facebook de notre page régionale. Ok. Et Bernard, je vois dans la discussion qu'on a, on a une cigalière en fait dans le public. Colline. Très bien, j'ai vu ça aussi. Deux cigaliers, tu dis, Stéphane. Eh bien, Stéphane, je te redonne la parole. Alors, je vais dire, Bernard doit connaître, je fais une petite transition. En fin de compte, où je réside, il a été créé le premier parc éco-citoyen de France, hein, le pays éolienne en Pays de Vilaine, Bernard doit connaître. Et en fin de compte, la problématique, le projet était à 12 millions d'euros. Et en fin de compte, je suis moi-même un petit modeste cigalier qui n'a pas beaucoup de temps à donner, mais il y a eu plusieurs dizaines de cigales qui sont constituées, qui ont levé 1 million d'euros. Et ce qui a permis de convaincre une banque non française, il n'y avait pas une qui suivait, c'est une banque belge. Bon, maintenant, ça fait des petits, et il y a eu plusieurs, effectivement. Et donc, voilà, c'est l'exemple même, et c'est super intéressant, c'était super très bien présenté, ce que a pu nous présenter Bernard, c'est que vous qui accompagnez des porteurs de projets, je pense que c'est aussi, ça fait partie un peu de vos prérogatives, de dire, voilà, vous ne trouvez pas de solution, mais il y a peut-être, parce que vous avez des adhérents, la réflexion de se dire, on monte un club cigale, on va chercher effectivement, on va porter le projet, on l'accompagne financièrement et ça fait un effet levier. Voilà, c'était mon petit témoignage. On peut faire même, avec les petits ruisseaux, on fait les grandes rivières, vous voyez, 1 million d'euros sur un parc, c'était… Avec 1 million, on fait presque un programme leader, hein, j'allais dire. Donc. Oui, tout à fait. Allez, je reprends le fil de mon propos, mais c'était pour émailler d'un autre exemple. Alors, donc, en fin de compte, je vais continuer. Voilà, il y a certains points sur lesquels on va passer plus rapidement, puis vous ne manquerez pas, Claire, en l'occurrence, si le temps file, voilà que j'accélère ou je sois obligé de trancher, de faire des choix. Alors, 6e point sur la question des donations et legs. Alors, je vais aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'auparavant, les donations et legs, alors là, ce qui veut dire qu'on était contraint et obligé de passer par un acte notarié. Par exemple, quelqu'un qui lègue une maison, quelqu'un qui lègue un terrain, qui lègue, je ne sais pas, une partie de forêt, un bois, enfin bref. Alors, depuis la loi sur l'ESS, dite loi Hamon de juillet 2004, une structure associative, à partir du moment où elle a la reconnaissance d'intérêt général, donc à la faculté, si vous voulez, de bénéficier d'un don et de legs, à condition qu'évidemment, sa structure permette de se faire. Je vais prendre un exemple. Si c'est une très petite association avec un budget de fonctionnement de 10 000 euros et il y a un châtelain qui lui lègue un château médiéval où, vous voyez, il y a effectivement, conséquemment, il y a des travaux d'entretien, voire de réhabilitation conséquents, ça pourrait être un cadeau empoisonné. Donc, l'administration va mettre son nez de dire, là,
l'occurrence, c'est pas possible effectivement que vous l'acceptiez. Mais c'est important parce que il y a des évolutions sociologiques. On s'aperçoit que, en fin de compte, il n'y a jamais eu autant de donations et de legs. Pourquoi? Parce que c'est un peu les évolutions avec une forme d'anomie sociétale, c'est-à-dire qu'il y a des gens alors qui n'ont pas de descendants. Voilà, première des choses. Et puis, vous savez, dans le cadre, quand on est au crépuscule de sa vie, on peut rédiger un testament, on peut avoir des enfants, mais on peut décider qu'une partie de son patrimoine, sans déshériter ses enfants, ce qu'on appelle la réserve testamentaire, qu'on puisse donner. Vous avez tous entendu parler qu'il y a des communes qui, comme ça, récupèrent des fois des petites communes rurales, des patrimoines conséquents. Et il faut savoir que c'est possible pour les très petites associations. Voilà. Donc, encore faut-il le connaître et puis ensuite lui dire, voilà, on est d'intérêt général et on a la faculté donc de recevoir des donations ou des legs. Alors, attention, quand on dit donation, alors donation, c'est de son vivant et pas confondre avec don manuel quand je soutiens financièrement une association, je donne par exemple 100 euros. Donc, mais là, c'est plutôt une grosse somme d'argent, je ne sais pas, 1000, 1200, 2000 euros, voilà, donation donc, de son vivant. Et legs, évidemment, parce que vous avez pris des dispositions testamentaires et à votre décès, donc voilà, le notaire en charge de la succession donc contactera la structure qui est mentionnée dans le testament. Alors, je passe, je vais sur les recettes de nature économique. C'est-à-dire toute association, si vous voulez, a la possibilité donc de vendre des produits, des services. Alors, en fin de compte, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle, surtout, alors, si elle fait le choix d'être non assujettie à la TVA, parce qu'une association peut faire le choix d'être assujettie à la TVA, et là, on n'est pas sur une pratique concurrentielle par rapport au secteur privé, donc au secteur marchand. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, c'est par exemple un foyer de jeunes travailleurs. Il y en a de moins en moins qui a tout le temps un restaurant pour ses résidents, mais il y en a encore quelques-uns. Et donc, pour ne pas avoir une concurrence déloyale, si elle ouvre donc, son restaurant à des personnes qui habitent dans son aire géographique d'intervention, donc on va demander à ce que celui qui n'est pas résident du foyer de jeunes travailleurs, mais qui vient déjeuner le midi, donc s'acquitte d'une adhésion à l'association. Alors, si je prends l'exemple des FJT, le service de restauration, ce n'est pas anodin parce qu'il y a eu beaucoup de services de restauration des FJT qui, pour capter de l'argent, en fin de compte, avaient des démarches très, très, très proactives et l'administration fiscale, effectivement, s'y est attachée, attardée, il y a eu des contrôles et il y a eu d'ailleurs beaucoup de redressements. Alors, en fin de compte, si vous voulez, voilà comment on analyse effectivement le caractère lucratif ou non. En fin de compte, la gestion de l'organisme est-il désintéressée? Généralement, dans la plupart des associations, oui. Donc, si ce n'est pas le cas, imposable aux impôts commerciaux. Donc, c'est le cas, on va voir, est-ce qu'on est en concurrence une entreprise? Là, dans l'exemple que je viens de vous donner, en réalité, oui, puisque voilà, il y a beaucoup d'initiatives dans le secteur marchand, beaucoup d'autres restaurants. Et donc, on va aller, si vous voulez, analyser, donc, pour n'être pas effectivement imposable, à travers la règle des 4P, produits. Est-ce qu'il couvre un besoin insuffisamment pris en compte sur le marché? Voilà, public. Est-il spécifique? Voilà. Les prix, est-ce qu'ils sont adaptés? C'est qu'ils sont en deçà des prix pratiqués par le secteur marchand. Et la publicité, est-ce que c'est une simple information ou on a une démarche commerciale? Donc, ça veut dire que c'est très, très proactif, par exemple, sur son site Internet ou on fait des campagnes de distribution de flyers. Et donc, il faut, si vous voulez, que la structure qui développe une activité économique
elle puisse répondre à la règle des 4P pour pas être assujettie à la TVA et toutes les taxes qui incombent, parce que ça pourrait être considéré comme concurrentiel. Je rebondis sur l'exemple de Bernard qui a présenté la boutique de produits locaux et bio dans le PNR, là. Étant donné que c'est un territoire, si j'ai bien compris, ultra-rural, bon, visiblement, ça répondait à un besoin. Il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas d'initiative privée. Donc voilà. Public est-il spécifique? Non, mais il peut avoir un choix, effectivement, de dire, voilà, c'est pour tout le monde et tout particulièrement, c'est répondre à un service de proximité qui n'existe pas. Les prix, sont-ils adaptés en fonction du public? Alors, on ne va pas jusqu'à, ça nécessite de mettre une grille tarifaire s'appuyant sur un quotient familial, mais il faut qu'effectivement, il y ait des prix qui soient raisonnables, c'est-à-dire où le but n'étant pas de marger conséquemment. Voilà. Et la publicité, alors là, c'est toute la notion avec l'administration fiscale, en fin de compte, bon, d'avoir une page, d'avoir un site internet, on considère que c'est de l'information. Voilà. Il y a eu de la jurisprudence sur le sujet, parce qu'il faut bien vivre avec son temps. Maintenant, on communique ou de communiquer un temps soit peu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on l'oublie, mais les structures associatives ont la faculté, effectivement, de développer une activité économique pour générer de l'autofinancement et là, en l'occurrence, dans le cadre du leader, d'aller d'avoir effectivement de la trésorerie pour pouvoir aller solliciter des fonds dans le cadre de leader. Alors, les autres ressources, et là, je vais passer rapidement. Bon, ça peut être, c'est lié, c'est des spécificités, par exemple, la presse associative, c'est-à-dire que l'association qui éditerait de revues ou de magazines et qui donc pourrait effectivement demander un abonnement, quoi. Alors attention, il y a un certain formalisme, hein. Donc le dépôt légal, il faut avoir un numéro ISSN, enfin voilà, un directeur de publication. Et on voit bien, il y a certaines structures qui se lancent sur le sujet, y compris par exemple tout ce qui est sensibilisation, information, voire formation autour, par exemple, des enjeux de la transition écologique, quoi. Alors, par ailleurs, il y a aussi les recettes de manifestation. Toute association a la faculté d'organiser 6 manifestations par an, même si celles-ci n'ont rien à voir avec l'objet de l'association. Par exemple, je suis une association de protection de l'environnement, rien ne m'empêche d'organiser effectivement un concert. Alors, on a la faculté d'en organiser 6 par an, donc, dont l'objectif est de ramener des fonds pour pouvoir donc faire face au fonctionnement global de la structure, où ça pourrait être de dire on a un projet qu'on souhaite développer. Voilà. Donc, on a le droit à 6 manifestations effectivement par an. Alors, c'est vrai que, attention, parce qu'on est organisateur, par exemple, d'un concert, il ne faut pas oublier qu'on a des charges, ne pas oublier, par exemple, qu'il faudra faire une déclaration à la SACEM, le cas échéant, et tout ce qui s'ensuit. Donc, stratégiquement, les associations se doivent effectivement de bien réfléchir quelle pourrait être la manifestation ou quelles pourraient être les manifestations susceptibles, si vous voulez, de dégager des excédents financiers, sachant que dans la limite de 6, donc il y a une exonération de tout impôt et taxe. D'accord? Alors, je continue. Donc, pour ceux qui veulent. Alors, il peut avoir aussi, on a certaines associations qui regardent leur antériorité, donc on soit effectivement des capitaux financiers ou du patrimoine. Donc, on oublie que c'est effectivement une forme aussi de ressources.
donc non négligeable. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on a une inflation effectivement galopante qui est à plus de 6%. C'est vrai que les associations qui ont de la trésorerie, c'est vrai que ce que ça leur rapporte à ce jour, si vous voulez, c'est en deçà effectivement du taux d'inflation qu'on connaît. Mais quand on avait une inflation proche de zéro, donc ça pouvait effectivement générer des revenus. Alors, petite précision quand même sur la rémunération, sur les rémunérations, enfin sur les possibilités de placement d'excédents de trésorerie. Donc, évidemment, il y a des produits type le livret A associatif, des FICAP de trésorerie, des fonds de commun de placement, mais en aucun cas il est possible pour une association, effectivement, d'investir en bourse. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est la relation qu'on peut avoir avec sa banque. C'est-à-dire qu'il y a eu des nouveautés qui sont intervenues. Alors déjà, d'une, il y a beaucoup de banques, alors du réseau mutualiste ou coopératif, qui peuvent lancer effectivement des formes d'appel à projet, des prix. Alors, les grands réseaux nationaux, vous avez le prix local. Après, vous pouvez effectivement de la caisse locale monter, si votre projet porté par votre association recueille beaucoup de suffrages pour concourir au niveau régional, voire au niveau national. Donc, il est tout le temps intéressant pour les associations, effectivement, de prendre attache auprès de sa banque. Et alors, ils ont un projet, mais là, dans le cadre de Leader, on est bien sur un projet. Et le cas échéant, de candidater pour être lauréat et bénéficier d'un financement. Et puis, alors, je pense, mais je veux pas mettre une banque plus en avant que d'autres. Vous voyez, des banques mutualistes, coopératives, il y en a certaines qui sont effectivement, je pense que certains d'entre vous les connaissent, qui lancent ce type d'initiative. Et puis, ce qui est un peu moins connu, alors, on est encore sur des tout petits volumes, mais en fin de compte, le livret du développement durable et solidaire, depuis le 1er octobre 2020, il est possible pour les banques de demander aux titulaires de ces LDDS, vous êtes peut-être certains à être titulaire d'un LDDS d'ailleurs, qu'une partie des intérêts soit fléchée donc au profit d'associations. Alors, c'est là que les associations ont un gros travail, effectivement, de rapprochement de la banque ou des banques où ils ont leur compte bancaire pour se manifester et de se positionner pour être effectivement bénéficiaires, donc parmi les détenteurs de livrets de développement durable et solidaire qui souhaiteraient verser une partie de leur rétribution à telle ou telle association. Donc là, les banques, il y a vraiment quelque chose il y a une méconnaissance chez les associations. Alors, soit, effectivement, je vous dis, les prix, les appels à projets, et ça peut être, alors, quand on passe effectivement au niveau, par exemple, départemental ou voire régional, ça peut être plusieurs milliers d'euros par rapport à un projet. Je continue. Là, c'est plutôt quand on fait face à des difficultés de trésorerie, problème récurrent lors de financement dans le cadre de Leader. Il est possible de mobiliser, en fin de compte, la DAI. Alors, DAI, du nom du sénateur, alors c'est un vieux dispositif puisque c'est donc une disposition, enfin une loi qui a été prise au début des années 80. Et alors, c'est quoi le DAI? En fin de compte, c'est un nantissement de créance. Alors, c'est quoi un nantissement de créance? C'est-à-dire que à partir du moment, alors souvent des associations, la problématique, c'est la gestion de leur trésorerie, leur budget de trésorerie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la structure a une notification d'attribution de la subvention, on va la prendre, je vais émailler d'un exemple, imaginons que l'association est en attente d'une subvention de 10 000 euros. Voilà. Elle a eu
commission permanente de la collectivité a statué, il y a une notification disant on vous alloue pour votre projet effectivement 10 000 euros. Le problème, c'est que, vous connaissez mieux que moi, ça va prendre du temps que les différents versements interviennent et que l'association bénéficie des 10 000 euros. Et là, dans cette logique avec la loi d'Aïs, cette forme de nantissement de créances, en fin de compte, la banque, elle va s'appuyer sur la notification de subvention et c'est elle ne va pas vous accorder 10 000 euros parce qu'elle elle se dit tout le temps il pourrait ne pas avoir le versement complet de la subvention, mais jusqu'à hauteur de 70 à 80%. C'est-à-dire qu'elle va débloquer l'argent. Alors, vous allez avoir des frais. Hein. Les banquiers ne sont pas des philanthropes. Vous allez avoir des frais. Et donc, c'est elle qui percevra, c'est ça l'amortissement de créance, qui percevra, si c'est à hauteur de 70%, les 7 000 euros du financeur public. Le solde des 3 000 euros qui seront versés. Donc, quand on a des structures associatives qui ont des trésoreries très fragiles, ça peut être effectivement intéressant. Alors, l'autre possibilité, ça serait de contracter un prêt auprès de la banque. C'est vrai qu'il faut tout le temps comparer, dans le cadre du DAI, quels sont le montant des frais qui vous sera demandé. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, mais les taux de prêt sont en train de remonter et donc de comparer. Et puis les banques ne sont jamais très très chaudes pour consacrer des prêts à courte durée pour faire face à des problématiques de trésorerie. Alors, est-ce que certains d'entre vous, petit sondage, connaissaient le DAI? Et puis, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu évoquer faisant suite à l'intervention de Bernard? Alors, il y a une question qui a répondu là en partie sur le coût financier du DAI. Oui. Alors, oui, alors évidemment, tout ça est négociable. Vous voyez, c'est dans la relation, donc c'est Muriel, voilà. En fin de compte, c'est des frais plus qu'un coût. Et je vais pas vous faire une réponse de Normand pour un Breton, mais je dirais qu'il faut se rapprocher de son organisme bancaire et à chaque fois, effectivement, de poser la question. Et en plus, vous avez les structures associatives ont une marge de négociation. Alors, Sabrina, tu souhaitais reprendre la parole, et puis Sabrina. Oui, juste pour dire, en fait, nous, on a utilisé le bordereau d'AI du temps du FSE quand on avait un pli. Et franchement, on a eu des frais. Bon, après, c'était d'autres dimensions hein, de créances, bien entendu, hein, mais on a eu des frais extrêmement importants. C'était autour de 10%, je crois. Donc, ça peut être aussi quand même par rapport à la question du prêt, même s'il est plus difficile à obtenir auprès d'une banque quand on est une association. Il faut faire très attention quand même au DAI, il est coûteux. Et à une époque, on pouvait réintégrer les frais bancaires dans les dépenses, mais on ne peut plus maintenant. Oui, et après, merci Muriel de votre témoignage. En l'occurrence, après, c'est de la négociation pour minorer. Il y a des banques, bon, s'il y a une antériorité de partenariat conséquente, voilà, et puis il y a des, faut pas s'en cacher, hein, si vous voulez, il y a des banques qui ont des pratiques beaucoup plus vertueuses à l'endroit des structures de l'économie sociale, d'autres moins. Enfin, voilà, quoi. Et puis après, vous savez mieux que moi, hein, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent, c'est la nature de la relation que c'est pas propre, si vous voulez, à telle enseigne. Après, au sein d'une même enseigne, vous pourriez avoir des différences, c'est plutôt la relation de confiance qui s'installe avec soit le directeur ou la directrice d'agence ou le chargé de clientèle. Alors, Sabrina, tu veux prendre la parole? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, j'avais juste un petit point d'alerte par rapport au DAI. On a un porteur de projet qui a fait ça en début de programmation. C'est extrêmement compliqué. Alors, ça a été très compliqué, notamment entre l'ASP, la banque et
le porteur de projet. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que grâce au DAI, en fait, le porteur de projet est un petit peu plus serein. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, la banque revient sans cesse vers lui pour les délais qui sont longs aussi. Donc, c'est juste un petit point d'alerte par rapport au DAI. Je ne suis pas sûre que ce soit une solution très bien adaptée. Enfin, ou alors, bon, c'était un problème de relationnel entre le banquier et le porteur de projet, je ne sais pas bien, mais juste d'expérience, ça ne s'est pas spécialement mieux passé pour le porteur de projet, en tout cas, que si il avait fait soit un prêt classique ou... Enfin, voilà. Alors, je complète juste, nous, au Citoyens Territoire, on est une association, on a fait un prêt, un double prêt France Active et notre banque, qui est le Crédit Coopératif, en 2021, suite à un retard de décision d'un financeur. Donc, on était vraiment dans un cas où on aurait pu passer par un DAI. Et effectivement, le prêt était plus confortable parce que les délais sont plus longs et donc on a moins la pression qui est mise sur... et en l'occurrence, enfin, alors sur Leader, on connaît les délais approximatifs. Là, en l'occurrence, c'était un financement État. On n'était pas, nous, en mesure de répercuter la pression sur le financeur. Donc, on était beaucoup plus à l'aise avec les prêts. Ouais. Et Muriel, tu voulais reprendre, vas-y. Là. Oui, effectivement, j'avais une autre question, c'était sur le livret de développement durable. Vous avez indiqué, alors j'ai peut-être mal compris, vous disiez qu'il y a possibilité de le mobiliser pour une association. Comment ça se mobilise? Est-ce qu'il faut aller au banquier, lui dire vous détenez des livrets Mais alors, oui, parce qu'en fin de compte, il y a tout un travail. C'est une disposition législative très récente, Muriel. Et en fin de compte, il faut déjà. Alors, vous voyez, c'est pas parce que ça a été décidé que ça descend, parce qu'après, ça veut dire que chaque direction nationale de la banque, jusqu'au régional, au local, voilà. Donc, moi, je suis très adepte de dire qu'il faut que les associations prennent attache avec leur banque et leur disent bah, écoutez, est-ce que vous le mettez en œuvre chez vous? C'est-à-dire que vous détenez des livrets de développement durable et solidaire. Est-ce que vous informez effectivement les détenteurs? Parce qu'encore faut-il que les détenteurs le sachent pour qu'ils se consentent à verser une partie de la rémunération auprès d'associations. Et après, c'est quelles sont effectivement les associations. Est-ce que vous avez établi déjà une liste? Comment ça se passe sur la procédure? C'est tout neuf. Alors, par exemple, la Banque Postale, c'est ma banque. Je les ai interrogés. C'est assez marrant, ils ne savaient pas me répondre. J'ai été sur leur site internet et en fin de compte, on voit bien, alors là, c'est plutôt, ils ont fait un choix sur une année, plutôt des grandes associations nationales autour de la précarité. Mais dans les textes, il est possible, si vous voulez, que c'est toute association, c'est des choix. Donc, c'est pour ça que je vous donne cette information. Tout ce que je vous donne, voilà, c'est l'ensemble des possibles. Après, je vous l'accorde sur le DAI, par exemple, parce que c'est une contrainte, c'est que effectivement vous avez la pression et vous ne savez jamais quand vous allez faire. Et que le prêt, si on le prend sur une durée, admettons 2 ans, sur une courte durée, bon, on se sécurise. Mais en réalité, si vous voulez, c'est que chaque cas est singulier. On peut avoir une structure associative, bon, le prêt, c'est pas possible, enfin voilà, et le DAI, ben voilà, il serait une possibilité malgré effectivement les frais encourus et puis la non-maîtrise du délai effectif de paiement. Il n'y a pas une solution mieux que d'autres, mais c'est pour vous donner à voir ce qu'il est possible effectivement de mobiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un compliment de Miguel dans le chat. Je ne sais pas si Miguel, tu veux prendre la parole pour nous donner plus de détails sur ce que tu as partagé. C'est juste pour dire que j'ai souscrit justement à un DDS il y a à peine 3 semaines à moi et qu'effectivement, au moment de souscrire, j'avais le choix entre faire les dons à une association en particulier ou
que ce soit la banque qui choisisse en fonction, je ne me souviens pas si c'était en fonction d'une thématique en particulier que je pouvais choisir ou autre. Mais il y a plusieurs options en fait. Donc, si les associations sont au courant, elles peuvent partager cette information et dire à ces adhérents, par exemple, attention, si vous souscrivez ce type de livret, vous pouvez nous faire un don d'une partie de vos intérêts. Mais là, on est au tout début et il faut vraiment, effectivement, voilà, on est au tout début. Alors, j'avais vu les chiffres, je ne sais plus, je crois qu'il y avait quelques dizaines de millions d'euros en France, simplement, mais il faut faire connaître. En tant qu'individu, on a aussi, comme vous le dites, Miguel, une responsabilité, c'est-à-dire auprès de sa banque, hein, vous voyez. Alors, et après, les associations, ils méconnaissent, hormis les grandes associations, les réseaux nationaux qui, elles, parce qu'ils ont effectivement ce qu'on appelle des fundraisers, des rechercheurs de financement qui sont à temps complet là-dessus, quoi. Mais il faut bien comprendre que vous êtes sur des territoires circonscrits, vous êtes à l'échelle du pays de Louvain-Boinais, et effectivement, une banque est un acteur de la société civile. Et donc, c'est aussi aux acteurs du territoire, si vous voulez. Donc, je vous donne ces informations-là, voilà, de prendre du temps, de se dire, et ne serait-ce que des adhérents d'une association, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un LDDS. Donc, d'avoir une démarche proactive et concertée, quoi, et de faire remonter ça. Alors, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas regardé, Claire, je continue. Je ne crois pas, je ne vois pas. Ouais. Tu m'as entendu, Stéphane? Oui, je disais, je ne vois pas d'autres questions. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, alors, il me reste, on est dans les temps, il reste effectivement 5 points à voir. Alors, sur les titres associatifs. Alors, juste, tu n'as pas repris le partage. Non, je reprends. Ah oui, ok. Voilà. Claire, tu m'as devancé. Est-ce que quelqu'un, petit sondage, a déjà entendu parler du titre associatif? Hormis Claire. Oui, petit sondage en levant la main pour ceux qui auraient. Non, ça ne vous cause pas. Alors là, c'est réeffectif le partage? Oui. Oui, d'accord, ok. Alors, le titre associatif, en fin de compte, ça avait été créé au début des années 80, mais c'était tombé en désuétude. Et puis, avec la loi sur le SS de 2014, en fin de compte, on l'a exhumé quelque part. Alors, c'est quoi? En fin de compte, c'est un titre associatif, c'est une obligation qui est émise par une association sans but lucratif. Alors, il faut avoir 2 ans d'existence, c'est-à-dire qu'il faut convaincre sa banque pour donc émettre une obligation. Alors, je vous l'ai fait figurer, mais ça ne s'adresse pas effectivement aux petites structures parce qu'il faut déjà avoir une certaine surface. Mais par exemple, la structure que dirige Claire, ça pourrait être le cas. Je vais livrer un exemple. La Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, PACA, ça a été la première structure associative qu'on a remis au goût du jour avec la loi sur le SS, le titre associatif, qui a lancé une opération de ce type. Donc, sa banque est la Caisse d'épargne, on va la promouvoir, et donc a bien voulu être partenaire. Alors, en fin de compte, la problématique de la CRES PACA, c'est de se dire on change de modèle économique. Je suis une structure en 2015 qui bénéficie de 80% de financement public et je veux qu'à un horizon à 5-7 ans, je développe de la prestation de services pour être à 80% d'autofinancement et plus qu'à 20% de financement public pour ne pas être dépendant. C'est bien, voilà, le dire, mais comment on fait? Et donc, il faut effectivement la trésorerie. Donc là, la CRES-PACA, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a noué un partenariat avec sa banque et ils ont donc émis pour 500 000 € de titres associatifs. Alors, qui achète des titres associatifs? C'était plutôt des structures
fédérés au sein de la CRE, ça pouvait être des particuliers. Donc, vous achetez une obligation, alors soit l'entité morale, l'association, soit vous en tant que particulier. Donc, ça veut dire qu'on communique auprès de son réseau. Vous êtes contraint, obligé, je crois que c'est 5 ans, de garder l'obligation pendant 5 ans, et puis on vous annonce que vous aurez telle rémunération de votre investissement. Et donc, évidemment, à l'issue du terme, il faut que la CRES rembourse effectivement la somme plus les intérêts qui ont été versés. Alors, ça ne s'adresse pas aux très petites associations, mais quand on a des projets de territoire très ancrés, je trouve, là j'ai donné l'exemple éolienne en Pays-de-Vilaine sur mon territoire, un projet, vous voyez, à 12 millions d'euros, là, le premier parc éolien, voilà, il a été fait le choix effectivement de créer des dizaines et des dizaines de clubs cigales pour lever d'1 million d'euros, mais il aurait pu être fait le choix, si vous voulez, que l'éolienne en Pays-de-Vilaine, donc avec une banque, émette des titres associatifs et que des gens, des habitants, des citoyens du territoire, effectivement, souscrivent, voilà, ce qui aurait permis de réunir effectivement le capital, enfin des fonds propres, hein, pour pouvoir les solliciter un prêt bancaire. C'est ça, effectivement, un titre associatif. Alors, c'est-à-dire qu'il faut quand même réunir un nombre très conséquent, soit de structures, donc amis, je dirais, d'autres structures associatives ou de particuliers, quoi. On ne fait pas une opération pour 10 000 euros. Alors, je continue. Là, dans la logique, effectivement, de renforcer sa trésorerie, de faire face, effectivement, au décalage de paiement. Donc, il est possible, effectivement, pour une association, donc, souscrire un prêt ou de demander à sa commune, mais ça pourrait être aussi à son EPCI, voire au conseil départemental ou pourquoi pas au conseil régional, effectivement, de garantir son prêt. Bernard nous a exposé tout à l'heure que les apports qui sont consentis par un club cigalier est considéré par une banque comme un fonds propre. Une des difficultés, et là, vous voyez bien, à nouveau, l'accès au crédit est plus complexe qu'il ne l'a été ces dernières années. Et pour une association, il n'est jamais évident, effectivement, de gagner la confiance de son banquier pour que celui-ci lui accorde un prêt. Et quand on a une commune ou un EPCI ou une autre collectivité locale, territoriale, pardon, qui garantit l'emprunt, ça rassure. Alors, c'est effectivement pas très connu, c'est pas très pratiqué, voilà. Alors, il y a juste dans le cas d'une association cultuelle, c'est la spécificité, mais c'est très, très à la marge. Et donc, une association, par exemple, qui rencontrerait des difficultés de l'accès au crédit bancaire ou qui a des difficultés, effectivement, de trésorerie, donc c'est de se rapprocher de sa commune, le cas échéant, ou de l'EPCI pour que celui-ci, ce dernier, donc puisse être le garant. Alors évidemment, c'est un engagement, hein, c'est-à-dire que s'il y a une défaillance de remboursement du prêt, voilà, ça incombe à la collectivité. Est-ce que vous avez déjà été confronté, petit sondage, à ce cas de figure chez vos porteurs de projets? Qu'une collectivité soit partie garant d'un emprunt? Vous n'avez pas connaissance? On pourra en parler tout à l'heure. OK. Alors, autre cas de figure, et là qui est sans doute plus simple, c'est le prêt entre associations. Alors, il y a une disposition législative juillet 2021 qui facilite, mais ça veut dire qu'auparavant, il était déjà possible de le faire, quoi. En fin de compte, une association qui, elle, est assise financièrement, voilà, réalise effectivement un prêt donc à une autre association qui en a besoin. Alors, il est conseillé,
plus que conseillé, effectivement, d'adopter un certain formalisme et de le faire par écrit. Alors, la disposition, l'évolution législative de juillet 2021, en fin de compte, si vous voulez, c'est de fluidifier, que ce soit le plus simple possible, puisque, en fin de compte, on est sur le registre du Code monétaire et financier. Vous voyez, en fin de compte, c'est le lobby des banques, si j'ose dire, quoi, qui voit effectivement d'un très mauvais œil qu'on s'attaque quelque peu à leur monopole. Voilà. Mais c'est courant que des associations alliées, amies, effectivement, puissent le faire. Alors, bon, il est mieux, effectivement, comme je vous disais, sur le formalisme. Mais je vois que le temps passe et je vais plutôt m'attarder sur, effectivement, le crowdfunding ou le financement participatif. Alors, très à la mode, en vogue depuis quelques années, donc avec des plateformes alors dédiées. Je ne sais pas si par exemple, vous, la CRES, alors il me semble que le Conseil régional Grand Est a initié une plateforme de financement participatif. Si je fais appel à ma mémoire. J'en ai pas connaissance. Alors, ou peut-être que je me trompe de région, mais il me semblait. Alors, il me semble pas. On a une plateforme de participative, mais pour voilà, le vote des citoyens sur certains projets, sur des initiatives d'associations, tout ça, donner son avis. Mais je n'ai pas connaissance de financement participatif. Alors, je me trompe peut-être. C'est le problème quand on navigue au niveau national avec. Il y a 2-3 autres régions qui l'ont fait. Alors, voilà. Mais ça peut être aussi des CRES, des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui ont été à l'initiative des plateformes plutôt régionales. Autrement, bon, les grandes plateformes que vous connaissez, c'est KissKissBankBank, d'ailleurs, qui a été racheté par la Poste. Enfin, voilà. Il y en a plein. Et puis, ça s'est développé des plateformes plutôt, vous voyez, régionales et puis ciblées auprès, par exemple, des structures de l'économie sociale. Je mènerai un travail d'investigation a posteriori là pour voir et je vous compléterai. Voilà. Alors, en fin de compte, si vous voulez, le crowdfunding peut revêtir différentes formes. Ça peut être du don. Je fais allusion à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'association, on pourrait parler de l'exemple à Dieuze de la boutique, enfin de l'épicerie de produits locaux et biologiques, donc qui se dit, on va effectivement proposer, présenter notre projet, on va mobiliser notre réseau pour qu'il y ait des dons qui soient consentis pour participer au cofinancement du projet. Ça, c'est le premier point. Mais ça peut être aussi, si vous voulez, faire appel au financement participatif pour sous forme de prêt, c'est-à-dire que des gens qui s'engagent sur une durée donnée avec un taux de rémunération annoncé. Le financement participatif ne se cantonne pas effectivement qu'au don. Alors, dans le cadre du don, avec la possibilité effectivement d'émettre des reçus fiscaux. Alors, ça s'adresse aussi, le financement participatif, alors plutôt sous forme de prêt, très rare, parce que vous comprendrez aisément, auprès de petites entreprises ou plus grandes du secteur marchand. C'est-à-dire, je ne sais pas, quelqu'un, un micro-entrepreneur, une SARL, et donc ils ont la faculté, effectivement, de souscrire. Alors, la particularité, c'est qu'évidemment, les plateformes, elles prennent une commission, c'est le modèle économique, des sommes qui sont déposées, quoi. Dans le domaine des transitions, on voit bien, c'est-à-dire que c'est de plus en plus un mode de levée de financement qui est utilisé, y compris par des entreprises. Vous voyez, je ne sais pas moi, pour développer l'énergie solaire, pour de l'éolien, on a de plus en plus effectivement de recours au financement participatif. Alors, par contre, sur le financement participatif, moi je mets en garde, c'est-à-dire que c'est
pas que ce soit le miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience pour une structure associative, si vous voulez, qu'il faut consacrer du temps, ça s'anime pour réussir une campagne de financement participatif. J'ai mis effectivement les différentes étapes. Je ne m'attarderai pas, mais bon, c'est pour vous, vous pourrez vous y référer. C'est-à-dire que ce n'est pas, pour faire très court, je présente mon projet sur une plateforme, quelle qu'elle soit. Il y a une durée pour recueillir les fonds. Donc, je lance un filet à la mer et puis je vais venir le relever dans 3 mois. Et j'ose espérer que ce que j'avais misé comme somme à récupérer, je l'atteigne à l'issue de la période déterminée. Non, on s'aperçoit que pour une très petite structure, quelle qu'elle soit sous forme associative ou une entreprise locale, ça veut dire qu'il faut communiquer localement pour qu'il y ait des gens soit qui consentent des dons ou si c'est sous la forme de prêts, soient prêts effectivement à soutenir et à apporter un peu d'espèces sonnantes et trébuchantes pour donner un coup de pouce au projet. Donc ça veut dire que au sein de la structure, donc vous voyez, si on a une très petite structure, la personne est seule. Le financement, une opération de financement participatif, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle dégage du temps dans son emploi du temps. Et là, en l'occurrence, si c'était le versus prêt via le financement participatif, c'est peut-être plus simple d'aller voir son banquier et de négocier un prêt. Et donc, ça fait écho avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le DAI. Moi, je donne à voir, et si vous voulez, chaque situation est particulière. Et donc, ça, c'est le champ des possibles. Mais après, il y a beaucoup d'associations qui se sont lancées dans des opérations de financement participatif, qui n'ont pas mesuré ce qu'il fallait mettre en œuvre pour atteindre l'objectif, et en fin de compte, qui ont été déçus, qui disent « Ah bah oui, j'ai lancé une opération, mais ça n'a pas porté ses fruits. » Bah oui, mais attention, c'est-à-dire qu'il faut bien que vous mesuriez ce que ça va induire pour vous, en termes de temps et d'énergie. Alors, je continue, nous laisser effectivement du temps pour échanger. Il me reste 2 points. Et donc, on est dans le timing. Je parle sous contrôle de Claire. Il y a donc les fondations et fonds de dotation. Alors, la plus connue des fondations est la Fondation de France. Voilà. Alors, pardon, je vais faire le distinguo avant. Donc, une fondation, c'est quoi? En fin de compte, si vous voulez, les fondations, comme les associations sont à but non lucratif, et en fin de compte, le fonctionnement est relativement simple. On fait appel à la générosité du public ou voire d'entreprises, on récolte des fonds et on soutient à travers souvent des appels à projets. On soutient des actions présentées par des porteurs de projets. Bon, la Fondation de France est très présente sur tout ce qui est cohésion sociale, enfin, au sens large. Donc, il y a beaucoup de structures, effectivement, qui répondent. Un fonds de dotation, c'est quoi? Alors, le fonds de dotation a une antériorité de 15 ans. Il a été créé dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie en 2008. En fin de compte, si vous voulez, on est quelque chose qui est intermédiaire entre l'association et donc la fondation. Il faut savoir qu'une fondation, c'est long à mettre en œuvre. Ça demande beaucoup, effectivement, d'ingénierie juridique. Enfin, voilà. Et donc, on a créé le fonds de dotation il y a 15 ans, de se dire il faut qu'on simplifie effectivement les choses pour qu'on développe la philanthropie à l'image de ce qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons, alors que nous, on est plus accoutumés effectivement au financement public. Et donc, un fonds de dotation a un statut associatif. Il faut réunir une mise de départ de 15 000 €. On dépose les statuts à la préfecture et grosso modo, entre le temps, donc vous créez l'association, vous publiez donc les statuts au journal officiel et après vous faites la démarche auprès de la préfecture et en 2 mois, on peut avoir créé un fonds de dotation. Alors, un fonds de dotation poursuit les mêmes objectifs qu'une fondation, mais souvent les fonds de dotation, si vous voulez, ils sont plus locaux. Par exemple, à l'échelle, je ne sais pas moi, du pays de Briey, le territoire se dit, les acteurs, ce serait intéressant qu'on crée un fonds de dotation
pour soutenir des projets locaux. Et donc, le succès est au rendez-vous puisqu'on estime qu'il y a 5000 structures, soit fonds de dotation et fondations en France. Et donc, c'est 2800 fondations. Et depuis donc, 15 ans, on a créé 2200 fonds de dotation, c'est-à-dire qu'on a pratiquement désormais autant de fonds de dotation qui a rencontré son public parce que c'est plus simple à mettre en œuvre que des fondations. Autre élément, les fonds de dotation ou fonds de fondation fonctionnent plutôt sur des logiques d'appel à projet, mais il est possible, si vous voulez, pour une structure associative, de repérer une fondation ou fonds de dotation qui intervient dans le champ qui est le vôtre. Je ne sais pas, moi, la fondation Ellen MacArthur, elle intervient pour la préservation, effectivement, des océans. Et ben, encore faut-il que vous interveniez dans ce champ-là, quoi. Voilà, ça va de soi. Et donc, il est possible, si vous voulez, qu'il y ait un soutien, là, non pas à un projet que vous développez qui a une temporalité, je ne sais pas, d'1, 2, 3 ans, mais plutôt qui va soutenir, si vous voulez, le projet en tant que tel porté par la structure. Alors, c'est plus rare, c'est plus difficile parce que ça veut dire qu'il faut prendre le temps déjà de cibler la fondation, le fonds de dotation, de les rencontrer, de présenter le projet et puis, si vous voulez, ben voilà, eux, ils fonctionnent plus sur des logiques d'appel à projet, donc on est sur du travail à moyen terme avant de récolter potentiellement les fruits de ce travail d'investigation. Alors, très concrètement, comment on peut aller voir quelle serait, est-ce qu'il y a une base de données qui référence les fonds de dotation et les fondations? Alors, je vous ai mis là donc la liste des fondations, il y a Hypertext, abritées. Alors, la Fondation de France abrite beaucoup de fondations. C'est pratiquement 900 sur les 2800, donc, mais c'est qu'un tiers, hein, voilà. Ça, il n'y a pas besoin de souscrire un abonnement, voilà. Et puis, il y a une autre structure qui s'appelle le Centre français des fonds et fondations. Et pour avoir accès à la base de données qui est plus conséquente que le moteur de recherche de la Fondation de France, jusqu'à quelques années, c'était gratuit. Maintenant, il faut souscrire un abonnement de 69 €, voilà, pour effectivement faire ce travail de ciblage des fondations ou fonds de dotation qui peuvent intervenir dans l'autre champ. Et puis, je vous ai mis aussi donc une référence. C'est donc une base de données qui recense les appels à projets émanant, ça peut être de collectivités, même voire de ministères ou de services déconcentrés, mais aussi de fondations, de fonds de dotation. Alors, c'est le seul moteur de recherche qui est à peu près abouti. Bon, c'est pareil, il y a un petit coût, c'est de 25 € par an. Et là, on est dans la logique d'appel à projet. Et pour terminer, en fin de compte, France Active. Alors, France Active est une structure, donc c'est un réseau associatif qu'on retrouve partout en France. Alors, le site, soyez pas étonnés, le site de France Active Grand Est est en refonte, donc il n'est pas accessible. Mais si vous allez sur le site national, vous avez mis le lien, vous allez pouvoir retrouver l'interlocuteur France Active de votre territoire. Ils sont plutôt basés à l'échelle, jusqu'à l'échelle. Alors, l'échelle le plus bas, on est au niveau départemental. Hein, voilà. Alors, France Active fait quoi? France Active, en fin de compte, son but, c'est de soutenir le développement de l'emploi dans le champ de l'économie sociale. Alors, il a, si vous voulez, 3 grandes missions, pour faire ça. C'est le petit schéma. Il a une mission de conseil, c'est-à-dire qu'il va aider les structures, donc, si vous voulez, à travailler, finaliser effectivement un projet et jusqu'à l'étude effectivement des besoins financiers, enfin voilà. Et donc, si vous voulez, ça peut être intéressant de faire appel à France Active avant, par exemple, d'aller voir sa banque pour mobiliser un prêt, si tel est le cas.
il a aussi un rôle, si vous voulez, de mise en réseau. Et ça, c'est important pour les structures associatives. Alors, France Active s'adresse aussi aux structures de l'insertion par l'activité économique qui ne sont pas forcément sous forme associative. Hein, ça peut être, je ne sais pas, des scopes, mais vous pouvez avoir une entreprise adaptée, par exemple, hein, qui peut être sous forme d'une SARL. Et donc, c'est d'inscrire effectivement les structures dans des réseaux pour le développement de partenariats, voilà, ou de bénéficier de l'apport d'un expert. Voilà. Et puis, là, sur le sujet qui nous concerne tout particulièrement, donc France Active peut accorder des prêts, garantir des prêts, le cas échéant verser des primes et potentiellement faire des investissements en fonds propres. Et donc, France Active est vraiment un partenaire très important pour les structures de l'économie sociale. Alors, j'imagine, et moi je m'en arrêterai là, sur ma présentation, et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que certains d'entre vous ont déjà noué des relations, voire même des partenariats avec les structures France Active de leur territoire. Alors, merci Stéphane. Est-ce qu'il y en a donc, à l'invitation de Stéphane, qui auraient des questions ou des compléments? Vous pouvez allumer vos caméras et puis prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, en attendant que les questions arrivent, il y a la petite particularité aussi, je mettrai une slide, c'est concernant toutes les structures hors champ associatif, qu'elles soient unipersonnelles, entreprises individuelles, micro-entreprises, SARL, URL, enfin SAS. Et donc, je vous mettrai effectivement le lien pour se rapprocher. Alors, il y a une base de données sur le site du ministère de l'économie, du ministère de l'économie, mais aussi le contact au niveau local. Il y a une personne ressource au niveau des unités territoriales de chaque DREX. Donc, un contact par département. Et puis, par ailleurs, puisque vous êtes sur des territoires à dominante rurale, il peut avoir aussi la possibilité de solliciter les DRAF. Et je vais faire ce travail de recherche pour identifier effectivement l'interlocuteur, parce que là, je ne pense pas qu'il y ait une déclinaison au niveau infrarégional, au niveau départemental. Alors, Muriel, Arsène, je vais vous laisser la parole. Je mets dans le chat un lien pendant les questions. Je vous propose de prendre là les dernières minutes pendant les questions pour nous dire sur un petit outil Padlet s'il y a des sujets que vous auriez aimé voir abordés pendant les 3 webinaires, pas seulement aujourd'hui, mais qui n'ont pas été, pour qu'on puisse, nous, peut-être voir comment on pourra compléter ce cycle ultérieurement. Alors, Muriel et ensuite Arsène. Juste une petite précision, il y a aussi la plateforme qu'a mis en place le gouvernement qui s'appelle Aide Territoire, qui permet, y compris selon les profils, hein, associations, collectivités, etc. Et il recense aussi les aides de la Fondation de France, donc il permet de faire une recherche soit thématique, soit par profil sur les financements possibles. Merci de ce complément. Et puis, il y a effectivement aussi, dans le cadre du plan de relance, hein, il y avait toute une base de données, mais qui est on est en fin un peu du plan de relance. Arsène. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer d'allumer ma caméra, mais elle a tendance un peu comment je pourrais dire, à sauter, vous le verrez. C'était 2 trucs. Alors, c'était une petite info pour la DRAF. Vous pouvez aussi contacter. Voilà. Donc, ça, bref. Et je vais la couper. Je suis désolé, elle est un peu KO. C'est la DDT. Vous pouvez essayer de contacter la DDT pour certaines associations aussi. Parce qu'à l'époque, c'est eux qui géraient le plan de relance. Et donc, il y avait pas mal d'aides qui existaient. Donc, alors, c'est forcément des associations autour de l'environnement, de l'alimentation.
Et c'était juste voilà, pour illustrer sur le crowdfunding, il faut vraiment faire attention. Anciennement, je travaillais sur l'accompagnement économique d'entreprise et c'est vraiment du boulot. C'est juste pour illustrer ça en disant voilà, qu'il faut vraiment beaucoup prévenir et faire attention aux porteurs du projet. C'est énormément de travail. Et voilà, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne bien quand il y a un réseau à la base. Quand l'association, si on prend l'exemple de cette association, est bien implantée sur le territoire et connaît déjà du monde. Quand c'est la création d'une association, à moins que ce soit une association ultra attendue, c'est compliqué. Donc voilà, si je peux donner ce conseil-là, faites attention sur le crowdfunding, c'est compliqué et c'est très, très, très chronophage. Merci de votre témoignage qui confirme effectivement. Mais ceci étant, vous voyez, ce que je vous disais, c'est chaque cas est singulier là dans ce panorama des différentes possibilités. Et puis vous, c'est plutôt que vous aiguillez, que vous orientez au mieux. C'est pas vous qui allez jusqu'à faire l'accompagnement effectivement du porteur de projet dans toutes ces dimensions-là. Bon, il y a des. Alors, j'irai voir auprès de la CRES, donc Grand Est, si justement ils ont développé la plateforme. Je vous mettrai ça en complément et je vous transmettrai ça. Mais il peut y avoir aussi la CRES qui organise, souvent les CRES organisent des ateliers pour les structures associatives qui souhaiteraient, par exemple, se lancer dans une opération de crowdfunding. Donc, ça permet de prendre connaissance davantage des écueils qu'on peut rencontrer. Et puis, par ailleurs, par exemple, Eloasso, une plateforme que vous connaissez assez bien, j'imagine, met en œuvre, propose des petits webinaires pour les porteurs de projets, quoi, 1 heure, voilà, pour leur présenter effectivement quelles sont les étapes incontournables d'un projet de crowdfunding. Voilà, je remettais un message dans le chat pour vous dire que c'est le moment de nous dire ce qui vous manque pour qu'on puisse imaginer d'autres. Ne nous laissez pas croire que le cycle était parfait et omniscient, omnipotent. Dites-nous ce qui vous manque encore pour la suite. En attendant, il n'y a plus de questions, de prise de parole. Je voudrais dire un grand merci à Stéphane et Bernard pour toutes les informations qu'ils nous ont apportées ce matin. Merci à vous. Peut-être parmi les participants, alors pour que ce soit plus sympa, rallumez vos caméras, ceux qui le peuvent en tout cas, ceux chez qui elles ne sautent pas. Et puis ceux qui ont envie de mettre un pouce en l'air pour Stéphane et Bernard, vous pouvez. Ça leur donnera un petit retour à chaud. Voilà, merci. C'est sympa. Ok, je vois une petite réponse sur le Padlet. Est-ce qu'il y en a un peu plus? Non, pour l'instant, il n'y en a plus. Bon, le lien va rester actif encore sur aujourd'hui. Donc, si vous avez des idées, des demandes, voilà, gardez le lien et venez compléter. Et puis, sinon, eh bien, on peut se dire au revoir. À mardi, pour ceux qui seront en présentiel dans les Vosges avec nous. Et puis les autres, dans tous les cas, donc on vous dit à bientôt par mail, puisqu'on vous renverra, comme c'était annoncé, une page web unique où seront rassemblées toutes les ressources, que ce soit les supports des présentations ou les replays et les liens qui ont été évoqués. Ah, ça y est, ça arrive sur le Padlet. Bon, Clémentine, on n'était pas si au top que ça finalement.
Ah, il y a un Oui. post-it qui demande la réponse aux candidatures. Oui, Alors, je suis c'est en train. qui a partagé. Oui, je suis en train d'y répondre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu dans une grotte, là, dans les, les derniers jours, puisque ça a été voté à la CP de vendredi. Et donc, on a eu un comité de suivi FEADER mardi, où bon nombre d'entre vous étaient présents. Et donc, toutes les candidatures ont été acceptées. Les courriers sont à la signature du président. Voilà, les courriers notifications vont bientôt vous parvenir. Oui, enfin, c'était Muriel qui posait cette question-là. C'était aussi pour les enveloppes, et pas seulement la réponse en tant que telle. Ah, On attend tout, et on attend aussi le calendrier de mise en œuvre des conventions, etc. Donc là, franchement, je commence un petit peu à m'inquiéter vu le timing. Hein, donc, ouais, ça, c'est côté EDF. Là, je ne pourrai pas vous y répondre, mais si vous êtes présente mardi, il y aura quelqu'un de l'AG avec nous. Vous pourrez lui poser vos questions. On leur fera remonter dans tous les cas. Je vous dis au revoir et merci. Merci beaucoup, Bernard. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, oui, vous pouvez allumer vos micros, on peut dire au revoir comme ça. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir et merci à tous. Bonne fin de journée. Ok. Stéphane, Clémentine, on peut rester une minute. Ouais, c'est ce que j'allais vous proposer. Si vous le voulez. Alors, je vais compléter, je vous enverrai ça pour demain matin, ça vous va comme délai? Oui, pour de la toute complétude façon, attends, je vais arrêter d'ailleurs l'enregistrement, ça me fera ça de moins à couper.